Je pense que la barbarie, vous savez, j'aime bien cette formule, l'inquiétude est l'antichambre de l'espérance, c'est-à-dire qu'elle vient du fait qu'on s'habitue à être indifférent. Il y a une vieille formule d'un dramaturge suisse, de Suisse allemande, qui disait « pire que le bruit de bottes, le silence des pantoufles ». Donc quand on s'habitue à maltraiter d'autres, quand on s'habitue à toutes ces campagnes contre les migrants, quand on s'habitue à des actes xénophobes, quand on s'habitue même à des discours et à des mots qui blessent des personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur genre, de leur condition, de leur croyance, quand on s'habitue à tout cela, eh bien, inconsciemment peut-être, sans y réfléchir, sans doute. Et je ne fais pas un procès moral, je fais une alerte, une pédagogie. Mais cette pédagogie, c'est celle que l'on fait à l'instruction civique à l'école. C'est celle qui est dans les programmes scolaires. Si l'on s'habitue à accepter ces idées d'inégalité, ces actes d'injustice et de stigmatisation, eh bien, on habitue un peuple à accepter un jour, à faire face à cette barbarie, et elle arrivera sans prévenir, elle arrivera, et il faut le rappeler, je le rappelle dans ce livre, Mussolini comme Hitler sont arrivés par des élections. Ils n'ont pas fait de coup d'État en Italie et en Allemagne. Mais une fois qu'ils étaient au pouvoir, eh bien, ils ont fait les ravages que l'on sait. Ouais. Il peut y avoir des Mussolini, des Hitler en France demain. Mais il y en a autour de nous dans le monde tout entier. Il y en a en France aujourd'hui. Mais il y a bien sûr des idées... Ces tenants du grand remplacement parlent comme Hitler. Oui. Renaud Camus, vous le citez. Il parle comme Hitler. Et il y en a d'autres qui parlent comme Hitler. Tous ceux qui sont dans mon livre, je vais vous inviter à les lire, oui. à les lire. Et tout ça est dit posément et sans polémique. C'est-à-dire, au fond, c'est un discours dont vous dites « il est fasciste ». Ce discours mais vous savez, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de mettre parce que ce sont des mots. On va faire une étiquette comme ça. Je dis simplement, l'extrême droite, c'est le camp de l'inégalité naturelle, de ceux qui croient qu'il y a l'inégalité naturelle. Nous avons, nous, la France, en août 1789, fait une proclamation qui ne cesse d'être un scandale au sens positif du terme, qui est un appel aux émancipations. Les droits sociaux, les droits démocratiques, les droits des femmes, les droits des minorités, les droits des colonisés partent de là. Nous naissons libres et égaux en droit. Ça heurte tous ceux, toutes celles qui veulent recréer des hiérarchies naturelles. Je suis né supérieur à vous, par mon origine, par ma condition, par ma couleur de peau, par ma religion, par mon sexe, et ainsi de suite. Eh bien, c'est cela qui est en péril aujourd'hui dans notre monde. Il suffit de regarder autour de nous, pas seulement en France. Et nous le voyons bien. Qu'est-ce que c'est que les suprémacistes blancs de M. Trump? Qu'est-ce que c'est que M. Bolsonaro au Brésil? Qu'est-ce que c'est que l'extrême droite israélienne qui accepte et accompagne et même appelle à des expéditions punitives contre les Palestiniens et à raser des villages palestiniens tout en voulant faire des lois contre la démocratie israélienne, contre la Cour suprême, contre les minorités, contre la justice et son indépendance, contre la presse. Donc c'est ça qui nous menace aujourd'hui. Et vous savez, la dernière fois que je suis venu chez vous, nous parlions de l'Ukraine. Et je vous parlais du but de guerre. Si nous disons qu'il faut résister à l'invasion russe, qu'il faut soutenir l'Ukraine contre cette agression d'un nouvel impérialisme, eh bien c'est au nom de quoi? Ce n'est pas simplement pour le défaire parce qu'il a agressé, c'est au nom de valeurs supérieures. Or, ce que défend l'idéologie du pouvoir russe aujourd'hui est aussi du côté de ce néofascisme. C'est un pouvoir identitaire, c'est un pouvoir autoritaire, c'est un pouvoir qui n'accepte pas les contre-pouvoirs. Par qui a-t-il été soutenu, M. Poutine, de la manière la plus active, au point qu'il y a eu des financements, au point qu'il y a eu des voyages de manière répétée par Mme Le Pen. Alors, quelles que soient les prises de position d'aujourd'hui, nous savons ces affinités qui existent. Donc, la vérité, ce n'est pas l'extrême droite a le droit d'exister et de s'exprimer et de défendre ses points de vue. Mon alerte, ce n'est pas elle à laquelle je m'adresse, c'est à celles et ceux qui ne lui font pas barrage. L'extrême droite n'arrive jamais par automatisme. Elle arrive par habitude, par accoutumance, par lâcheté,
renoncement, par division. Et c'est cela qu'il faut essayer d'arrêter. Oui, vous dites, le pluralisme des opinions ne tient pas face à un tenant de la supériorité de sa propre identité. Leur donner droit de cité revient à accepter que l'on profane un cimetière. Oui. Ce sont les mots très forts. Ce sont mes mots, en tout cas. Oui, le cimetière dont vous parlez, ce sont tous ceux qui sont morts, au fond. Qui sont morts. Mais, comment dire, on ne peut pas faire comme si on devait passer à autre chose en oubliant que c'est chez nous, en Europe, que nous avons inventé de manière industrielle le fait de tuer des gens parce qu'ils sont nés, de les tuer en masse, de les tuer parce qu'ils sont nés juifs. Et je rappelle une scène sidérante dans le livre qui montre que tout ça vient pas de nulle part. Nous sommes en 1938. La guerre n'a pas commencé, le nazisme n'a pas fait tous ses ravages, sauf au sein de l'Allemagne. Et Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères nazi, vient en visite officielle en France après les accords de Munich. Il est reçu par le ministre des Affaires étrangères de la 4e République, M. Bonnet, qui va mourir plus tard dans son lit, qui aura voté ensuite les pleins pouvoirs à Pétain. Et M. Bonnet dit à M. Ribbentrop, oui, vous avez raison, on a un problème. Et le problème, c'est ces halogènes, en clair, les juifs étrangers qui arrivent d'Europe centrale. Oui, c'est un problème. Et c'est le ministre français, Hannah Arendt, a raconté cette scène qui suggère au ministre nazi, vous savez, ce qu'on pourrait faire, c'est les déporter. Alors, les déporter, dans cette étape-là, c'était les envoyer ailleurs. Et on en revient, la France était un empire colonial. Il y a une grande île où on pourrait les déporter, Madagascar. Et vous savez qu'en 1940, une fois que les nazis ont occupé la France, ils ont étudié un plan qui s'appelle le plan Madagascar. L'idéologie du grand remplacement d'aujourd'hui, c'était ça. Ils ont d'abord pensé à comment on va les faire partir. Ils ont regardé le nombre de bateaux, c'est loin, Madagascar, et comment on pourrait, puisque maintenant on contrôle ce pays, on pourrait envoyer les Juifs d'Europe à Madagascar. Et puis, tout ça a été abandonné quand, à partir de l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique, on est passé à la Shoah par balle, puis ensuite à la Shoah industrielle, à l'extermination d'une autre manière et sur place. Et donc, M. Bonnet, il n'était pas nazi. M. Bonnet n'avait pas adhéré au Parti national-socialiste. Il n'avait pas... Mais M. Bonnet a accompagné ce crime. Il a accompagné cette idée-là. Et donc, je suis, en tout cas, dans ma génération, qui est née après-guerre, en 1952 pour ma part, je suis de celles et ceux qui pensent qu'on ne peut pas oublier ça. Et que ce n'est pas nous empêcher de penser librement que de le rappeler, c'est au contraire nous obliger à penser avec tous ces fantômes qui nous accompagnent et qui nous éclairent, au contraire, nous obligent à être vigilants, à ne pas renoncer à nous-mêmes. C'est un appel à ce qu'on ait un peu plus de tenue, à ce qu'au nom du divertissement, de tout dire, y compris, je le redis, le pire et l'abject, eh bien, on se défait nous-mêmes, on s'abandonne nous-mêmes, on se laisse aller. Pas seulement la démocratie, nous-mêmes.